Avec l'une de ces salles de conférence d'une capacité de plus de 200 personnes, le centre de formation politique du MPP repart sur de nouvelles bases avec de nouveaux locaux où le parti compte enseigner à ses militants l'idéologie du MPP, notamment la social-démocratie. C'était une promesse des gouvernements Thiéba sur laquelle insiste le gouvernement d'Abiré, la réduction du train de vie de l'État. Quelles seront les mesures susceptibles d'être prises pour conduire le mécanisme? La réponse dans notre chronique Écho. Et puis, dans le dossier de ce journal, ils nous conduit dans le village de Zoaga, dans la région du centre-est, où un affrontement entre deux clans au sein de la famille royale a fait 4 morts et plusieurs blessés le 25 janvier dernier. Les explications sur les causes de cet affrontement meurtrier tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. C'est peut-être l'heure de la stabilité pour le centre de formation politique du MPP. Créé en 2015 pour la formation de ses militants, il faut dire que c'est un centre qui a traversé d'énormes difficultés qui l'ont amené à changer 2 fois de locaux. Eh bien, pour sa nouvelle rentrée académique, le centre a déménagé dans une nouvelle concession qui suscite, ma foi, beaucoup d'espoir au sein de la direction du parti. C'est ici, dans ce bâtiment imposant, que le centre de formation politique du MPP prend désormais ses quartiers. Au nombre de ses compartiments, 3 salles de conférence, dont une pouvant accueillir jusqu'à plus de 200 personnes. Pour son inauguration, les pontes du parti sont là. Après plusieurs déménagements de l'école, il reste convaincu que cette fois sera la bonne. Il est né. Il a marché, il a titubé, donnant parfois l'impression qu'il est mort. Mais aujourd'hui, je puis vous affirmer qu'il entame son envol, sa vitesse de croisière pour longtemps. C'est en 2015 que le centre de formation a été créé pour enseigner aux membres du MPP l'idéologie du parti, notamment la social-démocratie. Et malgré les balbutiements qu'il a connus, plusieurs personnes ont déjà été formées. Le module, c'était vraiment la social-démocratie, si, c'est pour la ligne du parti. Ça, c'était le premier module. On nous a appris à être disciplinés dans un parti, surtout la discipline qui compte dans un parti. Voilà. Outre la ligne directrice du parti, des modules sur des sujets de grande envergure concernant la sécurité, la diplomatie ou encore l'économie sont également dispensés aux pensionnaires. Il y a un département chargé des relations internationales, de la défense et de la sécurité. Ce sera des professeurs rompus qui viendront de l'international, qui seront pigés ici aussi pour parler des questions de défense et de relations internationales. Si vous avez remarqué, il y a un département scientifique, sciences politiques pures. Baptisé Centre international de formation politique Kwame Nkrumah, l'école affiche de grandes ambitions. Elle compte évoluer pour devenir un institut et postuler à une accréditation du CAMES, à en croire ses responsables. Voilà un centre de formation qui pourrait peut-être contribuer à éviter des situations semblables à celles que traverse le parti en ce moment dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Ils sont plus de 600 militants se réclamant du parti au pouvoir qui ont décidé de quitter le MPP pour déposer leurs valises à l'UPC. Eh bien, ils ont donné les raisons de leur défection au cours d'une cérémonie ce dimanche. Le compte rendu d'Abdourazak Traoré. C'est une rencontre qu'on pourrait qualifier de procès contre le pouvoir du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Ils sont pourtant membres du parti au pouvoir, ou du moins, ils l'étaient jusqu'à ce que ce meeting se tienne. Gabégie, corruption à outrance au sommet de l'État, promesse électorale non tenue. Cela fait 3 ans qu'ils disent attendre le bout du tunnel et toujours rien. L'assa d'attendre, c'est désormais ex-militants du parti au pouvoir dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou décide de trancher dans le vif ce dimanche 3 février. Mais en tant que responsable des jeunes du MPP dans le secteur, tout le monde sait que c'est moi j'ai tiré la jeunesse depuis avant que Blaise était là jusqu'à présent. Le parti qu'on était, le parti qu'on a battu pour, le parti qu'on a vendu notre vie, notre âme pour, premièrement, en réussissant l'insurrection, deuxièmement, en évitant le putsch manqué, et troisièmement, en envoyant Rochman Christian Kabore à Kosiam
le parti nous a déçus. Le parti nous a déçus par ses premiers responsables de l'arrondissement 7 qui ne savent pas réellement ce que c'est que la politique, qui n'aiment pas des hommes politiques, qui ne respectent pas la logique et les tests du parti MPP. Et c'est pour ces raisons qu'on a décidé de claquer les portes du MPP et de rejoindre l'UPC. À l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ces militants déçus sont accueillis à bras ouverts. Les premiers responsables du parti du Lion dans l'arrondissement voient déjà les exploits à réaliser avec cette arrivée en leur sein. Pour revenir, c'est ça concrètement qu'on appelle une jeunesse consciente. Quand on est conscient, qu'on a fait un engagement et qu'à un moment donné, on ne tient pas parole, il faut reboucher chemin, se replier, pouvoir se relancer. Donc je pense qu'ils ont fait un bon choix. Et je pense qu'en 2020, il n'y a rien à faire. Nous allons prendre l'arène et on va voir. Vous allez remarquer que tous ces gabésies, ça va finir. Il s'estime à plus de 600 militants démissionnaires du Parti du Soleil Levant. En tête de liste des démissionnaires, les responsables des femmes et de la jeunesse du MPP qui se présentent comme porte-parole. Il n'y a que le chargé des jeunes qui a pu présenter sa carte de militant. Au camp d'en face, on est au courant de la démission, mais les responsables affirment plutôt que ces militants ont été exclus. Argument battu en brèche par les concernés qui estiment avoir annoncé leur départ bien avant. Et on quitte le MPP et l'UPC pour retrouver le CDP et direction Zignaré, le village du fondateur du Congrès pour la démocratie et le progrès, Blaise Compaoré, dont c'était le 68e anniversaire hier, un anniversaire célébré par ses partisans qui ont encore une fois demandé son retour. Madina Sinou. Artisan de la renaissance démocratique du Burkina Faso, homme de paix et de dialogue, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner l'ancien président du Faso. En ce 3 février, jour anniversaire de Blaise Compaoré, la jeunesse de Zignaré, sa ville natale, marque d'une pierre blanche l'événement. Un gâteau d'anniversaire à l'effigie de leur idole est coupé ici, en son honneur. On constate que le pays vraiment s'enfonce de plus en plus dans la crise et que vraiment il y a de plus en plus de voix à travers des associations et même au plan individuel et au plan politique d'ailleurs qui s'élèvent pour réclamer son retour, pour participer à la réconciliation nationale, pour apporter son expertise des médiateurs, pour contribuer à la réconciliation des filles et des fils du Burkina Faso. Car le pays va vraiment mal et on estime que c'est un des acteurs majeurs qui peut contribuer à redresser le pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous estimons que 4 ans après, le fait de fêter ces 68 ans donne une résonance particulière à cette célébration-là qui se passe dans un contexte où le Burkina vraiment va de plus en plus mal et il faut appeler à toutes les compétences, à toutes les expertises, à toutes les filles et à tous les fils tout simplement du pays pour qu'ils contribuent à la réconciliation nationale. La question du retour de Blaise Compaoré s'est invitée à cette célébration de son 68e anniversaire organisée par la génération Blaise Compaoré. À cette question, la députée Maïmouna Ouedraogo estime que seule l'union des fils et filles du Burkina Faso favorisera ce retour tant souhaité. Oui, le retour de Blaise Compaoré, c'est tout à fait normal que les fils et filles demandent à ce que leur papa revienne au pays. Parce que c'est quoi? Le Burkina Faso appartient à tout le monde et que chacun doit contribuer au développement de cette nation. On se dit que tous les fils et filles du Burkina Faso qui se trouvent ailleurs doivent rentrer au pays pour qu'ensemble, on essaie de voir comment développer notre cher pays qui est le Burkina Faso. Vous savez que nous sommes en difficulté. Donc on se dit quand même que si tout le monde mettait la main dans la main, ensemble on peut avoir des stratégies et des actions pour voir comment nous pouvons contribuer au développement de notre pays, le Burkina Faso. La génération Blaise Compaoré est une initiative de jeunes burkinabés qui entendent conjuguer leurs efforts pour le retour de celui qui a pendant 27 ans dirigé le Burkina Faso. Ils entendent également faire la promotion et la préservation de ce qu'ils appellent l'héritage de Blaise Compaoré. Et venons-en maintenant à la suite du procès du putsch manqué de septembre 2015. Les auditions des témoins se poursuivent. 4 étaient à la barre ce matin. Et fait marquant, l'un d'entre eux a frôlé le mandat de dépôt. Mais que s'est-il réellement passé? Voici les explications de Luc Pabelgem qui nous fait le résumé de l'audience de ce 4 février.
En dehors du médecin colonel Seydou Younaba, tous les témoins à passer à la barre jusqu'à présent sont des militants du CDP. Le premier à passer aujourd'hui militant CDP, il s'agit de Nyondogo Kibsa Charles, actuel député à l'Assemblée nationale, celui-là même qui a remplacé l'accusé Salifou Sawargo à l'hémicycle. Selon ses dires, Salifou trouve qu'il n'est pas concordant dans ses propos. Il trouve ce témoin très proche de Noël Sourouema et il trouve qu'il y avait beaucoup de contradictions dans ses propos. À sa suite, il y a eu le témoin Michel Ouedraogo, journaliste de formation, actuel député CDP à l'Assemblée nationale aussi. Lui, ce qu'il sait, c'est que dans la nuit du 15 au 16 septembre, il est rentré d'une mission du Maroc. Il est resté à l'aéroport et le 16 septembre, vers 16 h, il s'est pointé au siège du parti pour déposer ses dossiers concernant les législatives qui venaient sur place. Il a appris que les autorités de la transition avaient été arrêtées. Dans la soirée, il a eu confirmation et il est rentré chez lui parce qu'il y avait un couvre-feu. Le lendemain, il s'est rendu au siège et on lui a dit qu'il y avait une réunion au niveau du monument des martyrs parce que le siège était saccagé. Sur place, il reconnaît avoir vu des camarades qui se sont adressés aux militants du parti, dont le camarade Salifou Sawargo également. Il a eu à dire, et aussi devant le juge d'instruction, il avait eu à dire devant le juge d'instruction qu'il avait reconnu certains camarades au niveau du siège du CDP le 16 septembre, notamment Edu Komboego, Fatou Mata Djendjere, Achille Chapsoba, Noël Traoré, Niamey. À l'issue d'une confrontation, il est revenu sur ces déclarations. Il a demandé au juge d'instruction de lui concéder le fait qu'il puisse avoir des doutes sur certains propos. Le président du tribunal a fait noter par le greffier qu'il y avait 3 variations dans ses propos. Premièrement, devant le juge, il avait des doutes sur l'heure de la réunion du 16. Aujourd'hui, devant lui, il a des doutes sur la tenue même de cette réunion. Deuxième variation, c'est sur l'initiateur de la rencontre au niveau du monument aux héros nationaux. Devant le juge, il avait dit que le message venait du parti, mais aujourd'hui, il dit que c'est une fois au siège que des militants lui ont dit qu'il y avait une réunion au niveau du monument aux héros nationaux. Et suite à ces contradictions, en tout cas, suite au fait que ce témoin n'est pas constant, le parquet a demandé qu'il soit déposé tout de suite en l'application de l'article 120. Des avocats de la partie civile étaient de cet avis, mais à la défense, on dit non. Déposer des témoins, ce serait intimider et menacer des témoins et ce serait dissuader les autres témoins qui ne pourraient plus venir témoigner à la barre. Le président du tribunal a sursis à statuer et il dit qu'à l'issue d'une confrontation entre témoins, il va prendre une décision. On verra s'il faut déposer Michel Ouedraogo pour faux témoignage et le déchoir de son immunité parlementaire. Et puis, pour être complet sur l'actualité judiciaire, sachez que le directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire a démissionné de son poste aujourd'hui même. Dans un communiqué, il est marqué que le directeur général a remis sa démission au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui l'a accepté. Il faut dire que son départ était réclamé par les organisations syndicales de ce secteur qui étaient en grève depuis le mois d'octobre. À présent, le dossier de ce 19h30 qui nous emmène dans le centre-est, notamment dans le village de Zoaga. Les événements se sont déroulés le 25 janvier dernier. Une affaire de succession pour le trône opposant 2 clans de la famille royale a provoqué un affrontement qui a fait 4 morts et plusieurs blessés. Une semaine après ces incidents mortel, Rémi Lambert-Nébier s'est rendu sur place pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Suivez son reportage. Ce sont là les clichés d'un vendredi noir à Zoaga, chef-lieu de la commune du même nom, située 15 km après Zabré et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Ghana. Dans la soirée du vendredi 25 janvier, les crépitements des armes et des flammes ont assombri l'une des pages de l'histoire de ce canton. Pour un trône, les fils d'une même famille se sont entre-déchirés sous les yeux de leurs fétiches et de leurs ancêtres. Le récit de cet affrontement qui a occasionné 4 pertes en vies humaines et plusieurs blessés, dont 3 graves, débute ici, sous l'arbre sacré de Zoaga.
À chaque nouvel an, nous avons des sacrifices à faire sous l'arbre sacré. C'est ainsi que le chef et une bonne partie de la population s'y sont rendus pour accomplir ce rite. Mais à notre grande surprise, nous serons accueillis par des hommes armés qui n'ont pas hésité de tirer sur nous, tuant le vieux qui guidait la marche. Les auteurs de cette embuscade étant désignés comme les partisans de l'autre prétendant au trône, une véritable opération de représailles va s'organiser dans le village durant des heures. 6 concessions seront totalement brûlées avec tout ce qu'elles comportaient. Les violences du vendredi 25 janvier prendront même un caractère effroyable lorsque l'ex-maire de la commune désigné comme l'instigateur du camp des prétendants sera délogé de celui et poursuivi jusque dans la cour du pasteur de la ville. Sinon, il a couru vers ce coin et puis il est venu rentrer, se réfugier. Bon, malgré tout, bon, les gens ont été nombreux. Bon, j'ai tout fait, demander pardon, excuse-moi, ils n'ont pas pu écouter. Poursuivant son témoignage, le pasteur nous racontera qu'il sera rejoint dans cette chambre où il recevra 2 balles, puis extirpé et lynché. Son corps sera drainé jusqu'aux abords du marché où il sera abandonné. Des violences qui ont pour genèse la succession de Naba Saga décédé en 2013. En octobre 2017, un successeur lui sera trouvé en la personne de Naba Tikli. Mais sa légitimité est contestée par une partie de la famille rayante. Dans la tradition de notre canton, le pouvoir ne s'est jamais donné par succession. C'est par vote que nous désignons le chef. Mais eux, ils ont voulu introniser le chef actuel sans même nous informer, alors que pour la même circonstance, les vieux des 4 familles de la cour royale doivent impérativement être consultés. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est qu'à 3 jours de son intronisation que j'ai été informé et logiquement, je me suis opposé. Mais dans le camp adverse, c'est une autre version des faits qui est racontée. Bon, selon les rencontres qui se sont réunies plusieurs fois pour pouvoir la désignation du chef actuel, en tout cas la famille auquel ils discutent présentement là, chaque fois ils étaient tous présents. Mais ils n'ont jamais déclaré qu'ils sont candidats. Et c'est ainsi que les vieux ont proclamé la date. Et quand on a proclamé la date, ils ne sont pas venus. Et jusqu'à l'installation du chef, ils ne sont pas venus. Après l'intronisation, sa sortie officielle, 1 mois après qu'ils se sont déclarés disant qu'ils veulent être chefs. Ainsi naquit cette guerre du trône qui a atteint son paroxysme le jour du sacrifice du Nouvel An, empêché par le camp du chef autoproclamé. Aller faire des sacrifices en présence d'ethnies étrangères, ça ne se fait jamais chez nous les Koussassi. On ne pouvait pas tolérer cela. Si l'on peut identifier les protagonistes de cette crise comme étant les frères d'une même famille, la mise en cause de l'ex-maire de la ville dans cette affaire reste floue et est jugée comme impardonnable par sa famille. Lui, il comprend. C'était la politique. Là, on peut comprendre. Comment je fais nous-mêmes, nous sommes pas des mêmes familles. Vous partez là-bas, et puis il y a des... vous attaquez là-bas. Vous laissez ceux qui sont là-bas, vous venez attaquer en tant que Waré Bouria. Qui ne suit pas dedans. Qui n'est pas même de la même famille que de la chefferie. Je ne comprends pas quoi. Nous sommes des enfants, mais ce qui est là, nous voulons que la justice soit faite. Ce sont de fausses accusations. Ils l'ont tué pour rien. Il ne s'est jamais mêlé de nos problèmes. Pour la mort de notre fils, on peut l'accepter, puisque c'est entre nous, les gens d'une même famille. Mais en ce qui concerne l'ex-maire, on ne peut pas justifier leur acte. C'est au nom du pardon que jusque-là, nous sommes restés calmes. Et c'est parce que nous pensons qu'il y aura des poursuites judiciaires. Mais si dans quelques jours, nous constatons que rien n'est fait, on va sacrifier nos vies pour lui rendre justice et nous serons tous quittes. On le voit, les jours à venir s'annoncent critiques à Zouaga. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées.
Voilà, changement de cap. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, nous parlons économie, vous l'avez bien compris. Tout de suite, place à notre chronique éco. Voilà ce qui pourrait être considéré comme le premier grand geste de Christophe Dabiré. L'annonce a été faite au terme du tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, la réduction du train de vie de l'État. L'hebdomadaire L'économiste du Faso, dans sa parution de cette semaine, est revenu sur les mesures que pourrait prendre Christophe Dabiré dans le cadre de la mise en place de cette politique. C'est notre chronique éco et c'est signé Rémi Lambert-Nébier. En prenant le relais de l'ex-premier ministre, l'une des missions assignées à Christophe Dabiré, c'est de relever l'économie nationale en léthargie. Et pour montrer sa clairvoyance sur le dossier, le nouveau premier ministre annonce les couleurs du côté où il semble être le plus attendu, la réduction du train de vie de l'État. Une des orientations dans le sens de la réduction du train de vie de l'État serait une réduction de la rémunération des ministres, et aussi revoir à la baisse le nombre de mois que les ministres doivent continuer à percevoir leurs émoluments après la fin de leur fonction. Le décret de 2008 précise bien que le Premier ministre a un salaire qui tourne autour, une rémunération plutôt qui tourne autour de 1,3 million. Les ministres, c'est autour de 1,2 million, avec les présidents d'institutions aussi. Et ils bénéficient de 6 mois davantage après la fin de leur fonction. Donc la tendance est de revoir tout ça à la baisse. Et d'autres mesures visant la réduction du train de vie de l'État ont été annoncées. Et on espère dans peu de temps avoir le nouveau décret portant concernant les missions à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Une autre mesure concernera la rationalisation du carburant, du téléphone, de l'eau, déjà en marche depuis 2016-2017. Et d'autres mesures aussi viendront en application des conclusions de la conférence sur le système de rémunération des agents publics, où vous avez été demandé plus d'égalité, plus d'équité surtout dans le traitement des agents. Il est bien évident que ces réformes au sein de l'administration publique à elles seules ne peuvent pas relever l'économie nationale, mais elles permettent quand même de réunir les facteurs déclencheurs du processus. Si on arrive d'une manière sincère et concertée et accepter à mettre en place des réformes que tout le monde accepte, tout le monde adhère, on va ressentir beaucoup un impact sur notre quotidien. D'abord, il faut que les gens se mettent au travail, il faut que les gens soient rémunérés d'une manière équitable. C'est parce qu'il y a peut-être l'injustice, le sentiment d'injustice dans la rémunération qui fait que certains ne se donnent pas à fond. Si on lutte contre la corruption, et si on réglemente un peu le secteur des marchés publics, parce qu'on remarque aujourd'hui que ce sont des agents publics qui concurrencent les acteurs du monde du commerce dans certains marchés publics. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut revoir. Et bien sûr, les ministres ont donné l'exemple, en commençant par eux-mêmes. Je pense qu'en donnant l'exemple, ils pourront mettre en œuvre ces réformes audacieuses qu'ils ont engagées. Si le processus engagé sous le gouvernement Tchiba n'a pas encore produit les effets escomptés, c'est dit que des efforts restent à consentir par la locomotive pour mettre le reste des wagons sur les rails. Et l'une des indications de la conduite à tenir est la lutte contre la corruption qui a toujours une forte odeur au sein de l'administration publique. On reste en économie pour parler du programme budgétaire 080 dont le comité de suivi a fait le point des différentes activités menées au cours de l'année 2018. Un bilan jugé plutôt positif au regard des résultats engrangés. Sandrine Zougouri. Réunis pour la première fois au titre de l'année 2019, les membres du comité de revue du programme budgétaire 080, pilotage et soutien apprécient le rapport d'avancement des activités. Au 31 octobre 2018, c'est un rapport d'activité jugé très satisfaisant au regard des différents résultats.
Nous pensons que quand même le bilan il est assez positif. Parce que pour ce qui concerne le PASSACISA, qui est le projet d'appui aux statistiques agricoles, nous avons pu tenir en tout cas l'ensemble des grandes activités, notamment l'enquête permanente agricole que nous avons pu tenir. Je pense que vous avez suivi ici avec nous les prévisions sur les récoltes de cette année. Je pense que ces prévisions, nous avons pu les faire grâce à la mise en œuvre de ce projet. Et également pour ce qui est du PCSA, nous avons pu, en tout cas le projet a pu mettre en œuvre sur le terrain vraiment beaucoup d'infrastructures qui sont assez intéressantes. Et en tout cas, de ce qui nous revient comme information sur la mise en œuvre de ce projet, en tout cas nos partenaires sur le terrain sont vraiment satisfaits de la mise en œuvre. En plus de promouvoir la bonne gouvernance, le comité de revue du programme budgétaire ambitionne rationaliser la gestion des projets et programmes de développement. Alors, le diagnostic qui sera fait des projets, tous les 3 projets, chaque projet a proposé un bilan de mise en œuvre de son PTBA 2018 et le comité de revue va se pencher sur les projets de bilan qui sont proposés et il va l'apprécier, le valider ou ne pas le valider si le comité estime que ça ne correspond pas aux réalités. Et à la fin des travaux, le comité va faire des recommandations à l'ensemble des 3 projets pour une meilleure mise en œuvre sur le terrain. Il s'est agi également pour le comité de valider le plan de travail et budget annuel PTBA 2019, un plan qui met l'accent, entre autres, sur le renforcement des capacités des acteurs, la diffusion des normes et référentiels de certification des réalisations dont le coût global s'élève à 15 milliards de francs CFA. Et pour terminer, actualité internationale avec cette visite papale historique. Le pape François est arrivé hier aux Émirats arabes unis. Il faut dire que c'est la première fois qu'un souverain pontifical se rend dans la péninsule arabique. La visite devait durer 3 jours. Arrivé aux Émirats arabes unis pour une visite historique de 3 jours, le souverain pontife est le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de la péninsule arabique. Il a été accueilli à Abu Dhabi au son de musique traditionnelle par le prince héritier Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Avant son départ, il s'est exprimé sur la guerre au Yémen, pressant les parties impliquées dans ce conflit de favoriser de manière urgente le respect des accords pour une trêve à Hodeidah. Il avait aussi posté un message sur Twitter affirmant se rendre aux Émirats comme un frère pour écrire ensemble une page de dialogue et parcourir ensemble les chemins de paix. Priez pour moi, a-t-il écrit dans le style direct qui le caractérise. À Abu Dhabi, la capitale des Émirats, les couleurs du Vatican ont été hissées. De nombreux fidèles ont attendu de longues minutes pour obtenir les derniers billets de la messe papale qui sera célébrée mardi, en plein air. De la viande polonaise. Et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité.